Bonjour à tous, c'est une super entrée en matière pour raconter la mer, ça nous met dans un état d'esprit serein. Quelques petites précisions avant de commencer pour ceux qui sont venus ici en lisant le programme. Il y a eu un petit changement de programme. Au dessin, ce n'est pas Thibaut Soulcier comme annoncé sur le programme, mais Julien Solé qui est un passionné de requins. D'ailleurs, les curieux pourront voir que sa trousse est en forme de requin. Ce n'est pas Stéphane Lavoué, photographe, mais Camille Belseur, journaliste, qui a travaillé sur les requins à La Réunion, qui participe à cette conférence avec une constante par rapport au programme, Christian Caillot, un peu de repère, pour raconter la mer. Alors Christian Caillot a signé dans la dernière revue dessinée, la revue dessinée qui est un trimestriel d'information en bande dessinée, dont je fais partie de l'équipe, un reportage sur Tara Expédition. Tu as embarqué à bord d'une goélette de Tara pour aller dans le Pacifique, pour faire une grande tournée d'un mois, je crois, mais le voyage complet dure un peu plus longtemps que ça, dure pas loin de 2 ans. Et tu as affronté le mal de mer pour dessiner, sortir tes crayons et produire un reportage embarqué pour la revue dessinée. Donc c'est la revue dessinée numéro 21, le dernier sorti, et on parle de cette expédition scientifique au chevet du corail dont tu nous diras un peu plus tout à l'heure. Donc Camille Belseur a travaillé pour Topo en tant que journaliste cette fois, parce que le principe de la revue dessinée et de Topo, c'est de marier deux métiers, la bande dessinée et le journalisme, pour produire des reportages en bande dessinée, de s'emparer du réel et de traduire une matière journalistique, un sujet de reportage, dans le langage de la bande dessinée. Donc on a aujourd'hui un représentant de chacun de ces métiers, de chaque camp, dessin et journalisme. Et donc Camille Belseur a travaillé avec la dessinatrice Chat pour expliquer au moins de 20 ans, parce que Topo c'est un bimestriel d'information en bande dessinée pour les moins de 20 ans, ce qui se passe autour des requins à La Réunion et pourquoi c'est un enjeu majeur. C'est pour les moins de 20 ans, mais en fait, moi qui suivais de près de loin cette histoire de requins, qui voyait dans les médias de temps en temps attaque de requins à La Réunion, ça m'a également énormément éclairé. Et en fait, c'est un sujet traité de manière simple, mais qui est assez complexe. Et donc, c'est pas uniquement pour les moins de 20 ans. Le point commun entre ces deux sujets, c'est la mer, c'est la manière dont on raconte les enjeux autour de l'océan, en dessous pour le corail, plus ou moins au-dessus pour les surfeurs et les requins. Et évidemment, ça a du sens de parler de ça ici à Saint-Malo. Peut-être que je vais vous laisser chacun nous raconter pourquoi vous avez eu envie de traiter ces sujets-là, qu'est-ce qui vous animait dans le fait de traiter ces sujets-là, et aussi, dans un deuxième temps, votre rapport à la mer, parce que Christian, tu n'es pas à ta première bande dessinée embarquée. On va peut-être commencer par toi, Tara, et la mer en général. Ouais. Bonjour, monsieur Daram, j'ai la voix grave. Oui, vaste sujet. C'était une belle opportunité. Pour ceux qui connaissent, il y en a sûrement parmi vous, Fondation Tara Expédition existe depuis une dizaine d'années. C'est avec Agnès B qui a racheté ce bateau avec sa famille. Et il y a eu différentes expéditions menées depuis 10 ans. Une dérive arctique, Tara Océan, Tara Méditerranée. Et puis depuis 2 ans, Tara Pacifique. Le bateau rentre dans 15 jours à Lorient après plus de 2 années de mission. Avec une
une bonne quinzaine de personnes à bord, 6 membres d'équipage et une dizaine de scientifiques qui se relèvent. Les équipages changent comme les scientifiques. L'idée depuis toutes ces expéditions, c'est de collecter des données sur, de manière plus vaste que la mer, l'état un peu de la planète à un instant T. Il y a une collecte immense de données qui est faite, que ce soit de l'air, de la surface, de l'eau en profondeur, et puis l'état du microcosme marin. Et depuis toujours, il propose à des artistes d'embarquer. Là, en l'occurrence, sur Tara Pacific, il y a eu 6 artistes embarqués au fil des mois, les uns après les autres, pendant 2 ans. Et il fallait candidater. Et moi, dès qu'on me parle de mer et d'embarquer, d'aller sur les bateaux à l'autre bout du monde, j'ai envoyé ma petite lettre, tout simplement, en faisant part de mon parcours. Et puis, j'ai pu embarquer pour cette partie-là du périple. J'avais jusque-là embarqué surtout sur des bâtiments de la Marine nationale, que ce soit pour les transatlantiques ou vers les terres australes ou en sous-marin même. Mais là, c'était d'un seul coup, il y a une ambition là de recherche, d'écologie, d'humanisme, j'allais dire, tout ça avec l'idée de la mer qui relie les hommes et qui a un enjeu tellement important aujourd'hui que c'est une opportunité qui ne se refuse pas. En même temps, j'y connais rien au milieu et c'était une formidable opportunité de se retrouver avec des scientifiques qui étaient ravis de raconter leur expérience. Mais on rentrera peut-être dans le détail un peu après. Voilà, donc après les porte-hélicoptères et les sous-marins, là c'était un voilier. Parce que dans le tout premier numéro de la revue dessinée, tu signais un reportage Marin d'eau dure sur les jeunes recrues de la marine. Et en te posant la question de qu'est-ce qui pousse à faire ce métier aussi en voie de... Enfin, pas du tout en voie de disparition, mais qui n'est pas le premier métier auquel on pense. Là, l'approche était complètement différente entre ces deux... Enfin bon, il y a moi, mon cheminement, mon rapport, c'est ce que j'ai raconté après dans un bouquin que j'ai fait, suite au reportage dans la revue dessinée. J'ai fait le livre chez Futuropolis qui s'appelle L'Embarqué et qui raconte mon apprentissage de la mer et la découverte de tout ça et des choses qu'on évoquait l'autre fois ensemble. C'est-à-dire, moi, je suis un néophyte complet, je ne suis pas marin. Et il y a eu tout au fil des ans une relation à la mer, à la communauté des marins qui s'est développée. Mais tout ça en partant d'une idée extrêmement romanesque et idéalisée du voyage par la mer, provoqué par de la littérature, des films. Et puis, mais même dans mes échanges au fil des ans avec les interlocuteurs marins ou même politiques ou de la société civile que j'ai pu avoir, on le sent bien, il y a un rapport à la mer qui a changé depuis quelques années. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit uniquement parce que je suis plus sensibilisé au sujet, mais j'ai l'impression que maintenant, beaucoup plus régulièrement, on parle de la pollution plastique dans les océans, des périls et des opportunités que... Enfin voilà, il y a 4 jours, là, il y a un premier cargo qui a fait le passage du nord-est dans l'autre sens, là, pour la première fois. Donc on touche tout de suite, même si on parle du corail, de la grande barrière pacifique, on est tout de suite dans les problématiques extrêmement vastes du réchauffement climatique, de la pollution et voilà, du rôle de l'homme dans tout ça, et de la formidable... du formidable enjeu que ça représente pour l'humanité de préserver la mer, mais en même temps de s'en servir autrement que comme un fantasme de voyage ou d'île lointaine et d'île paradisiaque. Donc c'est un peu une manière de raconter la mer qui passe du romanesque, du romantique, d'un récit à la Corto Maltese au 7e continent de plastique, une vision apocalyptique de milieux en péril. Est-ce que tu as l'impression d'avoir basculé d'un récit plutôt poétique et peut-être un peu hors sol à quelque chose de plus grave dans ta manière d'aborder ce sujet ?
Ah bah oui, du coup, il y a des sujets un peu plus graves. Même quand j'étais avec la frégate Floréal vers les terres australes, en fait, c'est un bateau qui alterne avec le Marion Dufresne pour aller apporter du courrier ou là, en l'occurrence, on amenait un nouveau cuisinier à Kerguelen, voilà, des choses comme ça. En fait, ils font aussi en même temps de la surveillance des pêches et ils flirtent avec les zones d'exclusivité économique autour des îles françaises, Kerguelen et Crozet, pour surveiller la pêche à la légine. Donc, tout de suite, même s'ils sont là pour des raisons économiques, il y a toujours, on retombe toujours sur un engagement, sur des préoccupations écologiques et de préservation. Et puis voilà, des sanctuaires écologiques comme Crozet, voilà, tout ça en fait partie. Même les marins de la Marine nationale maintenant ont une place à prendre là-dedans. Mais pour répondre à ta question, non, je garde cette dimension romanesque. Et moi, je me mets toujours, quand j'essaye de raconter ça, je parle de moi, même si je me dessine pas vraiment, mais j'ai un espèce de double de papier qui est l'innocent, qui est le néophyte, comme on dit, qui n'a jamais vraiment navigué, et je me mets à la place, enfin j'emmène le lecteur avec moi comme si on n'y connaissait rien, et puis voilà, par exemple, enfin là je sais pas si on voit les pages en question, dans les pages pour la revue dessinée, il y a un espèce d'abruti avec son pompon de marin. En fait, c'est moi qui pose les questions idiotes et puis qui se met, voilà, Oui, là, on te voit en bas de la page. qui pose les questions idiotes de base et qui permet d'utiliser la bande dessinée pour m'accompagner dans cette approche légère, mais en même temps juste et rigoureuse des sensations et des informations, là en l'occurrence très techniques. D'ailleurs, c'est toi qui m'en as fait enlever la moitié pour cette bande dessinée, parce que c'était passionnant, un mois à bord de ce bateau avec des scientifiques, tous... tous profondément, non seulement compétents, mais en plus habités par l'idée de faire quelque chose d'important. Parce que des missions comme Tara, enfin, c'est incommensurable. Il y a des millions et des millions de données. Ils décryptent les codes génétiques qu'ils partagent pour toute la communauté scientifique internationale. Il y a plusieurs dizaines de labos qui sont impliqués et qui vont profiter des collectes de Tara Expédition. C'est pour moi, juste petit auteur de bande dessinée, c'est incroyable, improbable et magnifique de se retrouver à partager ça et de prendre son rôle en vulgarisant et en essayant de raconter ça. Tu parles des enjeux écologiques très forts dans l'océan. Je crois que pour le corail, c'est rien du tout. Je crois que c'est dans 0,2% de la surface des océans. Et en même temps, c'est 30% de la vie dépend du corail. C'est assez impressionnant sur des zones très, très, très... voilà, des 30% des espèces connues ne vivraient pas sans le corail. Donc il y a un enjeu énorme. En même temps, ça se passe sous l'eau. Donc par rapport à, je sais pas, la forêt amazonienne, ça se voit tout de suite. La déforestation, vue du ciel, c'est hyper impressionnant. Du coup, on arrive à sensibiliser les gens. Là, quand on parle de l'invisible, en tout cas invisible pour nous, la mission de sensibilisation est beaucoup plus compliquée. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens et après, on se posera la question également pour les requins. Mais cette difficulté de parler d'une grande étendue dont on ne saisit pas la complexité et la richesse au premier abord. Ouais, ouais, bien sûr, c'est compliqué. Mais justement, je trouve que la bande dessinée est le support qui est pas mal pour parler de ces sujets-là. Moi, j'avais été frappé simplement. On a navigué, on était au bout de quelques jours de navigation en pleine mer de Chine, aucune terre à l'horizon. Et puis, moi, porté par les embruns du large, j'allais à la proue du bateau, contempler l'espace infini, l'impression, le sentiment d'être à l'aube de l'humanité. C'était beau, mais il y avait toujours en fait, un bout de plastique, en plein milieu de la mer, partout, en mer de Chine. J'ai toujours vu une bouteille
de coca ou un bout de polystyrène. Il n'y a eu aucun moment où il y avait... Et ça c'est frappant. Et ça, c'est une image que j'ai reprise. Il y a un moment, j'en parle dedans. Parce que, oui, on peut retrouver ces images-là. Après, c'est compliqué. Mais vraiment, enfin, je crois que ça a été des longues conversations avec les scientifiques à bord. Eux, ça fait longtemps qu'ils en parlent, qu'ils essayent, qu'ils tirent les sonnettes d'alarme. Ça fait bien des années. Et je crois qu'ils... Enfin, soit ils trouvent plus d'écho auprès, justement, des gens comme nous qui sont prêts à relayer cette parole, les médias, disons. Ou alors c'est eux-mêmes qui se sont dit il faut trouver autrement, il faut en parler autrement. Ou alors c'est aussi des moyens techniques qui progressent, qu'ils ont de collecter non seulement des images comme des informations. Moi, il y a quelque chose que j'ignorais. Le but du jeu, c'est de ne pas perdre le fil. Il m'a dit attention au dessin, parce que quand il balance les dessins, tu perds le fil après. Et voilà, j'ai perdu le fil. Voilà. Non, c'était quoi j'ai appris quelque chose en étant à bord. On en revient souvent au plastique, à évoquer le plastique, parce que voilà, un matériau là qui lui est visible. Parce que maintenant on le sait, on le dit beaucoup, le moindre bout de plastique qu'on jette à terre, tout finit à la mer. Et en fait, ce qu'on voit en surface, ce fameux bout de polystyrène qui flotte en mer de Chine, en fait, ça représente qu'à peine 10% de la quantité globale de tout. L'image du fameux 7e continent de plastique. En fait, il y a des immenses, dans les abysses, hein, on a l'image des décharges à ciel ouvert sur Terre, de ces immenses décharges qu'on peut voir dans différents pays. Là, c'est la même chose, maintenant on le sait, au fond des océans. Il y a les crevasses, les abysses, et des dépotoirs maintenant. Ça, c'est tout ça des images très parlantes. Mais il faut... enfin voilà, si on parlait que de ça, si on restait que sur ces images-là, c'est rebutant, t'as juste pas envie de... Enfin bon, t'as pas envie de le regarder. Donc, je garde les images du large, voilà, des images des îles qui n'existent pas, c'est purement une grande image esthétisante pour profiter de ce capital romanesque qu'offre la mer, et puis qu'il faut justement, si on veut le garder, si on veut le préserver, parler de tout le reste qui fâche. Justement, la transition est toute trouvée. Parmi ce qui fâche, il y a cette question des requins qui n'est pas si éloignée des problématiques environnementales dont on parlait tout à l'heure. Il y a un lien, en tout cas on suspecte un lien, me semble-t-il, entre bouleversement des écosystèmes et crise des requins à La Réunion. La crise des requins à La Réunion, je crois que c'est... tu peux rafraîchir les chiffres s'ils sont un peu vieux, mais 22 attaques en quelques années, et l'endroit au monde où il y a le plus d'attaques de requins bulldog pour plein de raisons différentes. Mais cette déstabilisation de l'environnement et des écosystèmes est pas bien loin quand on commence à se pencher sur les causes. Pourquoi, quel est le fil entre tout ça? Bonjour. Alors du coup, pour les chiffres, tu disais justement que c'est vraiment l'île où il y a le plus d'attaques de requins par habitant. Juste pour comparer, pour avoir une petite idée, l'Australie, c'est 24 millions de personnes, et il y a environ par an 1 ou 2 morts tués par un requin blanc ou autre requin. Et la Réunion, c'est 750 000 habitants, et c'est le même nombre de personnes tuées par des requins depuis 2011 en moyenne, c'est entre 1 et 2. Il y a eu 9 morts depuis 2011, donc ça fait un peu plus d'un par an. Donc forcément, ce chiffre, c'est une répercussion à La Réunion sur la population qui d'un coup prend peur, une peur qui peut être vraiment exagérée, mais qui prend peur parce que le requin devient un prédateur, alors qu'évidemment l'homme, normalement c'est nous le prédateur, et dès qu'on est attaqué par une bête, un requin ou un loup, tout change, et c'est pour ça justement que moi j'ai vraiment été intrigué par ce qui se passe à La Réunion. C'est parce que depuis Paris, il y a beaucoup de médias qui faisaient des sujets assez courts sur les requins, des gens de La Réunion qui veulent pêcher des requins pour se protéger, une chasse assez ignoble. Et je me disais, mais pourquoi du coup des gens vont manifester à La Réunion pour pêcher des requins, pour les tuer, alors que nous on a quand même le discours écologique qui est assez maintenant répandu. Et
depuis Paris, beaucoup de médias disaient le requin, il faut le protéger parce que il est dans l'écosystème, il est important, etc. Et j'ai voulu me demander, en allant à La Réunion, justement, pourquoi il y avait ce conflit à La Réunion très dur entre des pro-pêche, des anti-pêche, et même niveau politique, il y avait des affrontements entre maires, entre députés qui étaient assez violents. Et c'est un petit peu ça qui m'a amené au requin. Et justement, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi il y a plus d'attaques maintenant qu'avant 2011, parce qu'en fait, entre les années 80 et 2011, il y a eu environ 30 attaques de requins, pas toutes mortelles, peut-être un tiers de mortelles, même pas à La Réunion, mais c'est déjà beaucoup. Et après 2011, il y a eu le même nombre d'attaques en 7 ans. Donc ça s'est vraiment accentué, et forcément les scientifiques sur place ont voulu comprendre pourquoi il y avait plus d'attaques de requins, pourquoi des surfeurs ou des bodyboarders étaient tués. Et ça, il y a plusieurs causes justement qui sont avancées, mais il n'y a aucune cause certaine. En fait, on est sous la mer justement, on voit moins ce qui se passe dessous, on a une moins grande connaissance de l'écosystème marin que l'écosystème terrestre. Et c'est justement ça que justement les scientifiques essaient de comprendre. Le premier facteur, c'est la pollution humaine et l'activité humaine. Notamment la pêche industrielle au large. Il y a des bateaux chinois qui pêchent au large de la Réunion, qui vont pêcher du thon, par exemple, en quantité très massive. Et les requins bulldog, qui est un requin opportuniste, dès qu'il va trouver un petit peu moins de nourriture, il va aller voir ailleurs. Il va pas s'embêter à chasser le thon sur des kilomètres, il va se dire il y en a moins, je vais ailleurs. Et du coup, il va où? Près des côtes de la Réunion, où les activités humaines, notamment les rejets de carcasses, de la pollution de plein de secteurs différents, va l'attirer parce qu'il aime justement les déchets, il aime l'eau un peu sale, parce qu'il a un très bon sonar, et lui, quand il ne va pas être vu, il va voir les autres. Donc dans une eau turbide, il va justement voir un poisson, une planche où il va se dire c'est quoi ce truc, je vais aller voir. Et c'est là qu'arrivent les attaques. Donc il y a la pollution humaine, il y a la pêche au large, il y a aussi les fermes aquacoles qui sont près des côtes de la Réunion, qui sont beaucoup développées depuis 20 ans. Ce sont des fermes où on va construire un écosystème artificiel pour attirer le poisson en quantité et le pêcher facilement depuis ces endroits. Et donc le requin, bulldog, forcément il voit des poissons attirés par des morceaux d'arbres ou des blocs de béton avec des algues autour. Et pour lui c'est très facile d'aller là et de manger des poissons, et donc il est près des côtes et près des hommes. Et comme la Réunion, il y a beaucoup plus d'habitants qu'avant, il y a eu une croissance démographique très forte. Forcément, il y a plus d'hommes à la mer par les activités nautiques, le surf, la baignade, la plongée. Et donc, il y a aussi plus de requins attirés par le manque de poissons au large, le manque de ressources au large et les ressources plus nombreuses près des côtes. Et ça rentre en collision, forcément. Et alors, c'est un peu ce que nous dit Julien avec ce dessin. Il y a un imaginaire aussi autour du requin. C'est pas uniquement les attaques qui créent cette tension collective. C'est aussi la fiction, qui nous a nourris, et comment les associations qui essayent de contrer les volontés de pêche intensive du requin luttent-elles contre cet imaginaire-là du requin qui fait peur, des dents de la mer. Comment, quand on veut défendre la présence du requin, on peut à la fois prendre de la distance avec un nombre de morts qui est quand même conséquent, tu le disais, et aussi avec une peur qui est ancrée en nous. Il y avait un vétérinaire au début de la crise qui avait dit le requin, en fait, ils sont marqués par des balises pour certains, et le requin X marqué par une balise a un comportement humain. Il a goûté à la chair humaine parce qu'il avait été suspecté d'attaquer un surfeur, et donc maintenant il va revenir attaquer d'autres surfeurs. Et ça, vraiment, ça avait créé un peu la panique à La Réunion, au bord des plages, alors qu'en fait tous les scientifiques, notamment de l'IRD, qui est un institut sur place qui fait beaucoup de recherches sur les requins, vous disent non, les requins ne sont pas sédentaires, ils vont venir près de la côte, repartir, revenir pour la reproduction, migrer après vers Madagascar
pour l'été austral parce que la température des eaux va plus leur convenir, etc. Donc, il n'y a pas de comportement humain du requin, c'est pas une bête qui est là pour tuer, c'est juste, comme je le disais, justement, la collision entre lui qui recherche de la nourriture et les activités humaines. Et donc, sur place, il y a des scientifiques qui ont fait pas mal d'études qui sont sorties dans la presse, mais c'est pareil à La Réunion, en fait, notamment le principal journal quotidien de La Réunion, forcément prend un peu le parti des surfeurs parce que les surfeurs achètent plus de journaux que les requins. C'est ce que m'avait dit le rédacteur en chef. Et donc, les rapports scientifiques avaient souvent été un peu désavoués en disant il n'y a pas un échantillon très large, il y a eu des fautes dans le procédé, il n'y a pas de comparaison avec avant 2011, parce qu'avant 2011, il y avait très peu d'études et il y en a eu en 2011 et après, sous la pression un petit peu de la crise. Et donc, les scientifiques ont du mal un petit peu à faire comprendre leur discours et à toucher la population par rapport à ça. Et après, en fait, à La Réunion, il y a aussi la réserve marine, qui est un parc national qui a été créé en 2007, donc un petit peu avant le début de la crise. Et j'ai rencontré Karine Potin qui dirige la réserve. Et elle m'a dit pareil, elle m'a dit, en fait, la réserve a été attaquée notamment par une bombe artisanale lancée par des pro-pêche-requins qui accusaient la réserve d'être un garde-manger pour les requins parce qu'il n'y avait pas de pêche dans la réserve, parce qu'il y avait un écosystème en développement. Et donc certains ont dit, sans preuve, la réserve attire les requins qui veulent manger des poissons là, après ils s'installent, ils restent près des côtes et ils tuent les humains. Et elle m'avait dit, Madame Potin, en fait à la réserve on a beaucoup de mal à communiquer sur ce qu'on fait de bien par rapport à la mer, comment on va recréer un écosystème, etc. On est plus sur la défensive à dire on n'est pas un garde-manger pour les requins, c'est pas nous qui les avons attirés en fait. Nous on reconstruit ce qui a été détruit par l'homme. Et en fait à La Réunion c'était assez dur justement d'avoir un discours qui sorte de la crise pour expliquer aux gens le requin n'est pas méchant dans l'histoire, c'est juste que son comportement a changé parce que l'homme a agi sur l'écosystème de La Réunion de manière importante et donc le requin a changé de place par rapport à ça. C'est deux visions de la mer aussi, une où la mer comme ressource qu'on exploite pour la pêche, le tourisme, le loisir, le surf, et une vision plus de préservation, la mer comme écosystème à protéger et à malmener le moins possible. C'est ça qui s'affronte aussi. C'est deux visions qui s'affrontent. Après, il y a aussi beaucoup de gens. Moi, j'ai vu beaucoup de surfeurs, des jeunes, des moins jeunes, des anciens, etc. Il y a beaucoup de surfeurs qui me disaient mais nous, on est pour la réserve, on est pour la protection des lagons de La Réunion. Et en même temps, on est aussi pour une pêche limitée des requins, ou en tout cas pour trouver une solution qui fait qu'il y a moins de risques. Il y aura toujours un risque à La Réunion, parce que c'est une île volcanique, dans l'océan Indien, vraiment minuscule, avec un immense océan autour. Il y aura toujours des requins qui seront là, il y aura toujours une faune plus ou moins hostile à l'homme, et c'est normal. Mais beaucoup de surfeurs justement disaient mais nous on est pour l'environnement, on est hyper écologique, on veut préserver le lagon, on veut qu'il se recrée un écosystème, mais on est aussi pour trouver une solution, voilà, pour surfer pour notre passion et aussi pour que l'ensemble des Réunionnais puissent se baigner, etc. Donc en fait, c'est pas forcément, évidemment, des gens sont antagonistes dans leur vision des choses, il y a des choses extrémistes, et j'en ai rencontré, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment à cheval sur les deux. La mer comme lieu de tension et d'intérêts divergents, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu aussi dans ton approche ou est-ce que tu es plutôt du côté scientifique comment ces enjeux multiples qui se croisent, qui se percutent parfois, se traduisent quand on parle du corail, par exemple comment tu appréhendes ça, toi, Christian ? Ils se sont exprimés de façon très concrète pendant que j'étais à bord, puisque il y a eu des vraies difficultés avec les autorités philippines, vietnamiennes, puis chinoises, pour obtenir les autorisations de prélèvement. Parce que l'idée, les scientifiques la plonge vont casser des petits bouts de corail négligeables. Ils ont un peu, ça leur fait mal, ils ont des scrupules, mais ils prennent un tout petit bout qui va vite se régénérer. C'est moi avec ces gros sourcils encore.
en particulier en Chine, en arrivant à l'île d'Hainan, en mer de Chine. C'est une île qui a été pendant très longtemps une base militaire chinoise. On a passé plus d'une semaine à quai à attendre les autorisations des autorités chinoises. Et qui nous disaient c'est pour demain, ça va bien, ça va arriver, mais ça doit remonter. Et en fait, on n'a jamais eu, ils n'ont jamais eu l'intention de donner les autorisations. On peut y trouver deux raisons, d'après moi. C'est-à-dire que là, il y a l'idée, justement, avec Tara Expédition, de très romanesque, de renouer avec les grandes expéditions scientifiques, genre la Pérouse, avec des scientifiques, des artistes, qui va faire qui va à la découverte des îles, trouver des décors improbables, et puis ramener des trésors sur place. Et du coup, sûrs de leur bon droit, et en plus portés par une ambition écologiste et humaniste, c'est quand même les petits blancs qui arrivent une fois de plus, puis ils disent on va faire des prélèvements, ça va être génial pour tout le monde. Parce que les Chinois, vous êtes gentils, mais vous croyez que vous êtes les maîtres du monde encore? Eh ben non, vous allez rester à quai, vous allez attendre, et puis vous allez repartir à queue entre les jambes dans 10 jours. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a l'autre aspect que peuvent avoir ces choses-là, c'est que pendant un demi-siècle au moins, comme c'était une base militaire, on peut soupçonner qu'ils aient balancé un peu sur la barrière de corail autour de cette île. Je trouve qu'il y a des fûts d'obus, enfin bon, du pétrole et différentes pollutions plus ou moins dangereuses. Enfin bon, que tout cet environnement-là est dégradé. On sait au large du Vietnam pendant longtemps, surtout après le long conflit qu'il y a eu là-bas, on sait que les pêcheurs, même des villages, pêchent à la grenade. Enfin maintenant c'est interdit, mais ils pêchent à la grenade là-bas. Ils ont complètement défoncé la barrière de corail à coups de grenade. C'est beaucoup plus facile de pêcher. Ça a été interdit il y a 10-15 ans maintenant. Et rapidement, en fait, selon l'état, s'il n'a pas encore blanchi, le corail peut se régénérer et reprendre vie, et l'écosystème se remettre en route. Et c'est ce qui s'est passé dans pas mal d'endroits au large du Vietnam. Donc voilà, tout se mêle, et la mer et ce lien de tous là qu'on a, cette grande barrière de corail que Tara a étudié pendant tous ces mois. Ils sont quand même partis d'Amérique, du canal de Panama, tout le Pacifique Sud. Et tout le Pacifique Sud, remonté jusqu'au Japon, redescendu en mer de Chine, retourné au Japon, après route pour Hawaï. Enfin, c'est immense, tous les continents sont reliés, tout ça nous relie. Mais les histoires avec et la vie des communautés humaines, qu'ils soient pêcheurs ou terriens, est liée et pleine de données différentes. Là, je veux dire, on arrive sur un bateau qui a toute une histoire avec Agnès B, qui fait de la mode, comme ça, se préoccupe d'écologie, des artistes, des scientifiques, des marins. Et on arrive dans des villages fort inquiets du poisson qui disparaît, si la mer monte, leur village disparaît aussi, mais qui sont dans une problématique de survie quotidienne, quoi, dans d'autres dimensions. Et je trouve que... Mais à ce moment-là, en tant qu'auteur de BD et en accompagnant ces gens-là, on a un rôle à prendre, quelque chose à dire qui n'est pas négligeable. Ton travail, plus le mien, plus ces choses-là... Parce qu'en fait, on part de... l'intérêt que le grand public a pour la mer est pas forcément hyper développé. C'est quelque chose... en préparant la conférence, on parlait de désert liquide. La mer comme un espace uniforme, homogène et qui est là pour être contemplé en quelque sorte. Mais derrière ça, il y a tous les enjeux que vous soulevez, les tensions qu'il faut mettre en lumière. Et c'est pas forcément évident. Et on partait de cette question de est-ce que la mer, tout le monde s'en fout, sauf que quand on est directement concerné. En gros, quand on n'est pas pêcheur, quand on n'est pas surfeur, est-ce qu'on s'intéresse à la mer? Est-ce que c'est facile de faire s'intéresser des gens qui n'ont pas forcément de lien direct à cet enjeu-là qui est quand même, comme vous l'avez décrit, immense?
dans ce cas-là, quand on n'est pas directement concerné par le truc, ça progresse doucement. Mais en plus, les Français, alors qu'on est quand même le deuxième pays au monde en termes de littoral, hein, avec les différentes petites possessions françaises de par le monde, justement, Kerguelen, Crozet, les îles comme ça. On est juste après les États-Unis, avec 11 millions de kilomètres carrés de zones exclusives économiques à travers le monde. On est une vraie puissance maritime, en fait, mais les Français ont toujours été, je disais, Chateaubriand, tournés vers la terre, hein, à part les Bretons. Non, mais voilà, les gens qui vivent vraiment sur la côte, les pêcheurs, voilà, qui eux le savent depuis longtemps, ils ont la sagesse et le bon goût. Mais tous les autres s'en foutent. mais c'est vrai que c'est compliqué. Je repensais, tu parlais, j'ai rencontré des ingénieurs navals à DCNS il y a plusieurs années. Il me disait, Christian, tu sais, quelques années, on ne travaille plus sur les bateaux de surface, hein, à DCNS. C'est que de l'amphibie pour aller gratter au fond. Il disait, le drame, c'est que, on avait évoqué au téléphone, c'est que ça fait beaucoup plus rêver de parler de Mars, des étoiles, de la conquête spatiale. Bon, mais ça, on en parle beaucoup avec ces gens-là. Ils disent, on ne connaît même pas notre Terre, on ne connaît pas l'océan. C'est une planète inconnue, les fonds marins. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas que ça reste comme ça? Parce qu'il y a les Russes qui sont allés planter dans le Grand Nord le drapeau russe au fond à 3000, je sais plus, combien, 3000 mètres de profondeur pour revendiquer la possession des richesses sous-marines qu'il y a. Ce serait terrible en même temps qu'il y ait vraiment les moyens d'exploiter les énergies fossiles qui sont sous la calotte glaciaire ou au fond ou dans les abysses. Hein. Ce serait une catastrophe écologique de toute façon. Ouais. Mais il y a un vrai enjeu de survie aussi pour une partie de l'humanité. C'est compliqué. Mais ça justement c'est un peu ce que j'avais vu à La Réunion aussi, c'est qu'il y a un discours assez répandu comme quoi les créoles justement auraient tourné le dos à la mer, alors qu'il y a des pêcheurs créoles depuis très longtemps. Il y a des pêcheurs créoles depuis très longtemps. En fait, c'est plus chacun voit un petit peu la mer par son prisme. Les surfeurs vont voir la mer par le surf, ils veulent des vagues pour surfer, sans risque. Les pêcheurs veulent du poisson à pêcher. Les baigneurs veulent une plage accessible, sans cailloux pour se baigner. Mais chacun ne va pas se demander vraiment au-delà un petit peu de son périmètre. Le surfeur ne va pas forcément se dire qu'est-ce qu'il y a sous l'eau, pourquoi le requin vient ici. Il va juste se dire moi je veux surfer et il faut tuer les requins, quoi. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu peut-être pas s'intéresser à ce qui ne dépend pas de soi, de son activité. Alors, ce sont des sujets complexes et multifacettes. J'en viens un peu à la bande dessinée. En quoi c'est un bon support pour raconter cette complexité, que ce soit la complexité des écosystèmes avec ce qui est en train d'arriver au corail, ou que ce soit la crise des requins avec plein de gens qui c'est même pas se crêper de chignon, c'est vraiment des conflits très forts autour de cette question-là. Passer par le dessin, passer par la BD, peut-être par rapport à ton travail de journaliste plus classique, qu'est-ce que ça apporte ? Quand on écrit un article, on va faire un reportage, on va faire une description un petit peu de l'environnement qui nous entoure, et décrire la mer, ce qu'il y a dessous, ce qu'il y a dessus, c'est pas évident justement, parce qu'on le voit un petit peu comme un désert liquide des fois. On va se dire comment on va décrire une vague, comment on va décrire le requin qui fait des bulles sous l'eau. Et là, avec un dessinateur, il y a beaucoup d'infos qui vont être dans le dessin, et le texte vient en plus. Et par exemple, pour le requin bulldog, il est très graphique, on va dessiner un petit peu la façon dont il nage, quel écosystème l'entoure, et ça va vraiment mettre un plus par rapport à une description du texte qui finalement resterait banale, sauf à être un écrivain de génie. Mais c'est vraiment ça qu'apporte le texte en fait. Il va vraiment ce qu'on voit pas, donc ce qui est sous l'eau, ce qu'apporte le dessin. On voit pas ce qui est sous l'eau, et il dessine ce que moi je pourrais pas forcément raconter par l'écrit.
Et puis, on voyait, peut-être que tu peux nous expliquer ce dessin qui est plus schématique. C'est aussi non seulement une manière de décrire et de montrer, mais aussi un moyen pour expliquer des choses qui ne seraient pas simples non plus dans le texte. Alors, ce dessin, il est hyper utile dans le sens où à La Réunion, il y a eu un phénomène qui a contribué justement, sûrement, à ce que les requins viennent plus près des côtes et en plus grand nombre. C'est qu'en fait, une partie de La Réunion, qui est une île très montagneuse, en fait, La Réunion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros volcan géant. Et la partie qui est à l'est du volcan est la côte sous le vent. Les vents des alizés arrivent ici, ils poussent les nuages, il pleut beaucoup, il y a des records de précipitations, notamment dans les cirques comme le cirque de Salazie, qui est un cirque montagneux. Et par contre, la côte ouest, de l'autre côté du volcan, elle est très sèche. Les nuages s'arrêtent sur le volcan, ils sont accrochés, il pleut beaucoup à l'est et beaucoup moins à l'ouest. Or, à La Réunion, il y a plus de gens qui habitent à l'ouest. Et donc, ce que voulaient les élus et les habitants, c'était apporter l'eau qui arrive à l'est, à l'ouest, mais comme les nuages, eux, ne sifflent pas forcément les humains, il fallait trouver un autre système. Ils ont créé un système d'irrigation qui passe sous la montagne et qui part de l'est pour aller vers l'ouest. C'est très compliqué, c'est plus que des tuyaux, ça a été creusé pendant 20 ans par l'homme. Et donc ce dessin permet vraiment de résumer en une image comment est faite La Réunion, avec les nuages qui arrivent à l'est, le système un peu de tuyauterie du basculement des eaux, comme ils ont appelé ça, et qui arrive à l'ouest de La Réunion. Donc là, vraiment, en une image, ça remplace une page ou 2 pages ou 3 pages de texte. Et puis aussi la possibilité de faire des petits clins d'œil, comme le Wanted, le requin. Il y a toujours un petit peu d'humour, ça permet en plus de s'intéresser encore plus au sujet, c'est pédagogique. Et le dessin permet ça aussi, de prendre un peu de second degré sur des sujets qui ne sont pas forcément... qui sont aussi un peu graves et durs. Et de ton point de vue, Christian, raconter ça en dessin, c'est une évidence parce que c'est ton métier, c'est ton mode d'expression. Mais, mais qu'est-ce que ça apporte? Dans le même genre, je crois que vous l'avez passé aussi. Moi, j'ai fait un moment un tout petit schéma sur la chaîne alimentaire. Enfin, justement, illustrer la place du corail dans une chaîne alimentaire entre justement les super prédateurs que sont les requins et puis les petits prédateurs. Enfin, ouais, je crois qu'on l'avait. Oui, on l'avait. Ouais. Ouais, voilà. Bah, en bas à droite, là, le petit schéma, simplement. Voilà. Après une scène, enfin, voilà, on a une image très technique de ce qu'ils appellent de carottage. Là en haut, il y a le plongeur avec une carotteuse qui va creuser un corail, je ne sais plus comment il s'appelle, ces gros coraux là, qui est vraiment comme un arbre en fait. Il y a des strates. Chaque année, il y a une strate en plus, donc ils arrivaient à remonter 300 ans en arrière, ou je ne sais plus, 150 ans, je ne sais même plus ce que je raconte dedans. Lisez le numéro 21 de la revue dessinée. Voilà, on en a une partie. Voilà, donc on est dans des choses très pratiques. Voilà, il a sa carotte, et puis après je fais parler les poissons un petit peu. On est vraiment dans de la représentation pratique, illustrative pour expliquer le contexte. Et puis à un moment, la bande dessinée permet ça. On a ce schéma qui est pédagogique, qui est presque scolaire, mais comme c'est en plus imprimé du livre, on prend le temps de bien regarder. C'est pas comme un documentaire filmé où le rythme est imposé. Voilà, là, chacun lit à son rythme, peut revenir en arrière chercher une information. C'est parfait et c'est pas forcément de la vulgarisation de base. Là, on pointe quand même des choses assez précises, assez techniques, mais la légèreté des moyens, la possibilité d'alterner entre des commentaires off, donc d'être presque littéraire, et puis du dialogue vivant, c'est parfait pour le type de sujet qui nous intéresse, je trouve. Et concrètement, comment vous travaillez? Toi, tu dessines à bord une partie ou Oui, enfin, tout ce qui est grand. On voit à certains moments le type en maillot de bain transparent ou blanc, là, on ne sait pas.
type coupé en deux, disons. Voilà, ça, c'est des croquis que j'ai fait à bord, vraiment in situ. Mais sinon, par rapport au reportage lui-même, c'est plus des petites notes au crayon à papier, des petits croquis, des photos. Et puis surtout, j'ai mené des vraies interviews enregistrées avec tous les scientifiques du bord, un par un, que j'ai pris dans un coin. Et puis je les ai fait parler, raconter leur métier. En l'occurrence, le jeune homme qu'on voit sur cette page-là, qui raconte un peu son boulot, voilà, c'est celui qui faisait toutes les mesures d'air, d'eau et même du soleil, des rayons du soleil. Il était à mesure avec son petit boîtier là qu'il a en couleur, la plus grande image centrale, de mesurer la couche d'ozone. Et ces données partaient directement à une université américaine pour être analysées tout de suite. Donc pendant 2 ans, sur tout le parcours, tous les jours, il mesurait l'épaisseur de la couche d'ozone. Concrètement, quand vous vous adressez à des... Parce que l'un comme l'autre, vous avez fait parler des scientifiques, entre autres, toi aussi des membres d'associations, quand vous... Quand vous arrivez vers vos interlocuteurs en leur disant bonjour, c'est pour une bande dessinée, comment les gens réagissent par rapport à bonjour, j'écris un article pour la presse ou bonjour, je vais faire un documentaire télé. Est-ce qu'ils vous regardent avec un sourcil français en vous demandant quels hurluberlus vous êtes? Eh bien, en fait, souvent les gens sont assez fascinés par le dessin. Et quand j'arrive en reportage avec une dessinatrice, en l'occurrence pour le sujet sur les requins, vraiment les gens, en fait, souvent elles se posent à côté des gens que je vais interviewer pour les dessiner ou dessiner le paysage ou le décor. Et souvent les gens vont regarder par-dessus son épaule pour voir ce qu'elle dessine. Ils vont évidemment dire je suis mal dessiné, je suis mieux en vrai, je suis plus beau, etc. Et donc il y a forcément ce rapport assez enfantin. En fait, on a tous vu des dessins enfants, lu des BD enfants et beaucoup en lisent évidemment toujours adultes. Et même les gens qui lisent plus trop de BD sont vraiment fascinés par ça et veulent voir des dessins même du dessinateur avant le sujet ou après le sujet pour se faire une idée. Ils veulent voir comment ils sont dessinés évidemment parce qu'on a tous ce côté narcissique. Il y a vraiment un petit côté fascination des gens pour le dessin. Ouais. Et ça facilite justement la discussion et c'est presque plus facile après de leur poser des questions difficiles. Et de ton côté, Christian, les grandes pointures de la science qui étaient à bord, quel regard ils portaient sur ton travail? Moi, avec ma voix et mes sourcils, je suis sérieux, hein. Je blague pas avec ça. Non, il y a, dès qu'on parle de bande dessinée, il y a un capital sympathie. Et puis, il n'y a pas du tout, c'est pas intrusif comme une caméra ou même un appareil photo. Par contre, ça prend plus de temps. C'est plus laborieux, mais voilà, c'est pas, on mène pas le truc en 5 minutes. Moi, j'ai besoin du temps, ne serait-ce qu'aussi pour bien appréhender le sujet. Là, un embarquement d'1 mois, pour moi, c'est parfait. Parce que déjà, je fais rien pendant une semaine. Je travaille plutôt mon bronzage, tout ça. Être un peu en forme. Réviser mes nœuds marins, que j'oublie après. Et voilà. Mais c'est surtout pour se fondre, être transparent, faire partie de l'équipage, en l'occurrence. Et puis, et puis dès qu'on commence à faire les premiers dessins, d'ailleurs, qui vont pas servir généralement, me concernant, qui sont souvent ratés, parce que bon, les conditions sont un peu particulières, c'est des dessins que je donne aux gens après. Tiens, je t'ai dessiné, c'est un peu raté, mais c'est à l'Amadou, il est très content. On peut faire tout ce qu'on veut. Non, c'est la bande dessinée, oui, il n'y a pas de... On ne sent pas du tout... Enfin bon, toi, tu es vraiment un journaliste, mais ils sentent pas de toute façon, même que je vais faire un reportage sur leur travail, ils sont pas dans un rapport comme avec un journaliste. Ils se lâchent plus. Ils se disent c'est pas grave, la bande dessinée. Bon, c'est rigolo. Vous avez un contentieux tous les deux? Il n'y a pas grand-chose à manger. Que de l'os. Et
par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment sensibiliser à ces questions, comment toucher le public, est-ce que la bande dessinée, ça fonctionne pour participer à une prise de conscience? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Bah, je pense que dès qu'il y a des images, c'est pareil pour des documentaires télé, en fait, dès que les gens voient des images, ça va peut-être encore plus s'ancrer dans leur tête qu'un simple texte écrit. Et bon, après, j'ai pas la prétention de dire que la BD que j'ai fait avec Chat va changer un petit peu la crise requin. Mais je pense vraiment que les gens, quand ils voient des images, ils vont voir des pêcheurs qui ont tué un requin plein de sang, qui le traînent dans le port, comme on raconte dans la BD. Ça va peut-être plus s'incruster dans leur tête qu'un simple texte où finalement ils vont peut-être plus vite passer à autre chose, même si le texte est aussi puissant. Mais on a souvent l'image en tête et on se rend compte de. En fait, ce qui est bien, c'est que avec la BD, on est vraiment dans la réalité et les gens se disent ah, c'est dessiné comme ça, donc forcément ça existe en fait. Il y a du sang partout. Ouais, ça peut interpeller plus que sans image, je pense. Et quelle marge de liberté vous prenez avec le réel? Quelle interprétation? Est-ce que tout a existé au très près, ou est-ce que ça passe à travers le regard d'un artiste, d'un créatif? Comment vous travaillez cette matière-là qui est la réalité par rapport à... Comme je suis journaliste, forcément tout est vrai. Enfin, moi je veux pas de fiction, je veux que tout ce que je raconte, tout ce qu'on raconte dans la BD soit vrai et qu'il n'y ait pas de déformation. Après, ça arrive quand une personne va nous dire quelque chose très intéressant sur la crise requin, il va nous dire ne me citez pas ou je veux pas être dans la BD, je vous le dis juste comme ça en off. Et donc cette phrase qui va nous dire ou cette idée, on va après la mettre dans la BD, soit en texte au-dessus d'une image, soit ça sera dit par quelqu'un d'autre, une personne anonyme, mais finalement il n'y aura pas de... ça sera la même info qu'on aura, juste que la personne qui parlera dans la BD ne sera pas identifiée, ce sera un personnage comme un autre, parce qu'on nous l'a dit en off, on nous a dit mettez-le pas ici. Donc ça permet d'anonymiser et d'en dire plus que... Ça permet d'avoir un récit qui est vivant, parce qu'en fait si on mettait des cases blanches avec juste une bulle, j'ai dit ça, on ne sait pas qui l'a dit, etc. Non, ça permet d'avoir un récit qui est vivant et avec le plus d'infos possible. Donc c'est un peu la seule distorsion par rapport à ce qu'on peut voir vraiment sur le terrain. Mais autrement, tout ce qui est dans la BD, on l'a vu, on nous l'a dit, c'est les gens qui parlent, qui nous ont parlé en vrai. Donc en fait, il n'y a rien qui est inventé. Et par contre, il y a dans la BD sur les requins 2-3 images où il y a une personne qu'on n'avait pas vue de Sea Shepherd, l'ONG, qui lui parle dans la BD qu'on n'a pas vue en vrai parce qu'on n'a pas réussi à le voir, mais on a repris une de ses citations qu'il a faites à la télé ou dans un article, je sais plus. Oui, c'est en plus une personnalité hyper médiatique, donc on voit son visage partout, c'est hyper facile de trouver. Et de ton côté, Christian, quelle liberté, où est-ce que, par rapport aux ouvrages de fiction que tu as pu faire, où est-ce que la créativité s'immisce quand tu racontes le réel? Déjà, préoccupation esthétique. Surtout, voilà, je suis sensible au sujet, donc j'ai envie de faire des belles images de mer, de coucher de soleil, d'ondes. Donc je pense que ça porte en plus le sujet à chaque fois, que ça porte le récit, que justement de retrouver, de ne pas perdre et exprimer cette dimension romanesque. Ça, c'est purement fantasmé. Ça correspond à rien, mais en même temps, bon, ça évoque un peu la baie d'Along, le Vietnam, là. Voilà. Mais après, c'est au niveau, enfin, je peux plus préoccupé, mais un peu de la même manière, on trouve à un moment une façon de rendre les choses plus concises ou plus claires, en tourner autrement une phrase qui n'a pas été dite comme ça, l'essentiel étant de servir le propos. Moi aussi, à un moment, il y a le DG de Tara Expédition qui s'appelle Romain Troublé. On a repris une interview qu'il a fait sur France Inter il y a 2 ans. Donc on le met en scène, je le représente en train de le dire, mais c'est juste, mais il faut en même temps, il y a un peu parce qu'on a représentation par l'image,
avec la licence artistique, on peut prendre quelques libertés tant qu'elles sont cohérentes, et qu'elles servent le propos. Mais moi, il y a un tout petit peu... Je crois que je m'interroge beaucoup sur la pertinence et l'impact de nos travail en bande dessinée. Parce que dans le contexte de la revue, c'est cohérent, parce que c'est une revue, le support est là, tout est cohérent. Du reportage en bande dessinée, il n'y a pas de surprise pour le lecteur. Il y a des tons différents dans la revue, que ce soit Topo ou la revue dessinée, des choses qui vont être sérieuses, des choses plus légères, mais qui en tout cas à chaque fois vont être éclairantes sur un sujet. Moi, en l'occurrence, le premier truc que j'ai fait, qui était un gros reportage de 45 pages dans le numéro 1 de la revue dessinée, qui après est devenu un livre, où justement après j'amenais tout le récit de l'éveil, de ma sensibilité à la chose marine, et puis toute cette ce rapport romanesque en même temps que très pragmatique, puisque je suis allé plus loin du coup pour le bouquin, aller rencontrer des gens au ministère qui s'occupent de la mer, des élus, des ingénieurs, j'ai creusé dessus. Je fais un flop ce bouquin. Ils s'en foutent en fait. Là ils s'en foutaient. Parce que c'était un livre comme ça qui présentait joliment, mais c'est pas Corto Maltese, ou c'est pas Lepage, ou machin. Ça doit être un peu pénible à lire. Il n'a pas marché le bouquin du tout. Alors qu'il est extraordinaire. Très bien, très joli. Voilà. Non, je crois que c'est pas facile. Après... Il faut dire des conneries comme Jean Solé. En tout cas, les coraux manquent un peu de couleur. Je sais pas si c'est la pollution qui les a maltraités comme ça. Mais... C'est le blanchiment qui... Quelques libertés avec le blanchiment. Et sur Tara, il y avait une dimension... parce qu'on ne peut pas finir là-dessus, on ne peut pas finir sur le flop. Il y avait une dimension d'urgence entre le moment où ils ont lancé l'expédition, où le corail était un enjeu, mais... et l'année où a été lancée l'expédition, il y a 80% du corail de la Grande Barrière qui a blanchi, un tiers qui est mort, et les scientifiques se sont retrouvés face à une accélération du phénomène, sachant que le corail et l'océan captent du CO2 à peu près dans les mêmes proportions que nos forêts. On dit que c'est le deuxième poumon. Et d'un coup, il y a une sidération, une angoisse du côté des scientifiques. Est-ce que tu l'as perçu à bord, l'impression d'agir pour quelque chose d'urgent, quoi? Oui, tout à fait. Le micro. Pardon, oui. Ils sont tous saisis par ça. Mais là, c'est lié directement au réchauffement climatique, avec une hausse d'1 degré. C'est l'acidification des océans qui fait que ça perturbe complètement l'état. Mais ils sont assez perplexes quand même, parce qu'il y a d'autres endroits où la barrière se porte très bien, où se développe. Donc c'est pas forcément... Ça veut pas dire que ça va mourir partout, mais ils sont pétris de questions, là, plus que de catastrophisme. Ils disent, on fait exactement ce qu'il faut faire en récoltant les données, parce qu'en fait on ignore plein de choses. Et là, ces millions de données récoltées, disséminées dans le monde, les résultats, parce que là, ils viennent d'arriver au bout du décryptage, du listage des données récoltées pendant Tara Océan, qui a eu lieu il y a 4 ans. Il y a des millions de données, donc là, il va falloir aussi un laps de temps comme ça. Mais Et oui, 5 minutes. Enfin voilà, ils sont... mais ils se posent, oui, ils sont plus là à se poser des questions qu'avoir des réponses ou des solutions. Il y a une seule chose par rapport auquel ils n'ont aucune ambiguïté, c'est le plastique. Là, c'est sûr. Là, il faut arrêter tout de suite. C'est un peu une leçon d'humilité aussi. Quand on essaie de raconter la mer, on se rend compte qu'on bute sur pas mal de mystères et pas mal de choses qu'on ne s'explique pas encore. C'est comme pour les requins à La Réunion, pour y revenir. En fait, les causes qui font que les requins viennent tout près des côtes et vont se masser sur des... En fait, il y a 5 points à La Réunion où les scientifiques ont vu que les requins venaient pour une période assez courte, mais venaient en masse. C'était
pas forcément plus nombreux autour de la Réunion, enfin un petit peu plus, mais pas non plus en nombre exagéré. Mais en fait, surtout, venaient beaucoup plus nombreux sur un point précis. Et ça, en fait, ils n'arrivent pas à savoir parce que le requin bulldog, euh, il va tuer des hommes, donc forcément, maintenant on le regarde de près. Mais avant, il y avait très peu d'études sur lui. On ne sait pas exactement combien il y en a dans l'océan Indien, ni dans l'océan en général, parce qu'il y en a aussi au Brésil, près du Mexique, etc. En fait, le requin bulldog est très méconnu encore. Et les études ont commencé parce qu'il est devenu un prédateur, entre guillemets, pour l'homme à La Réunion, et parce qu'on voulait en savoir plus sur lui. Mais il y a beaucoup de mystères sur pourquoi vraiment il est plus dangereux et pourquoi il vient sur des sites où l'homme est présent et pourquoi il va se regrouper en masse, notamment pour sa reproduction. Enfin, ça, ils ne savent pas pourquoi ça a changé du jour au lendemain. Ils ne savent pas comment la pollution l'a fait migrer, comment le basculement des eaux dont on parlait tout à l'heure a pu l'attirer en créant des écoulements d'eau douce qu'il aime bien parce que c'est un requin qui aime beaucoup l'eau peu saline. Donc lui, dès qu'il y a un peu d'eau douce, il va venir dedans. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont encore très difficiles à comprendre et on n'en est qu'au début du requin bulldog et des études sur lui. Donc il y a toutes ces questions auxquelles on n'arrivera pas à répondre, mais il y en a peut-être d'autres qui vous viennent à l'esprit et auxquelles on peut répondre. Je ne sais pas si dans la salle, certains d'entre vous ont des questions, soit sur le sujet, soit sur le corail, le requin. Christian a-t-il le mal de mer, ce genre de choses, ou la pratique de la bande dessinée, c'est le moment. La première étant toujours la plus dure à poser. C'est une question pour Christian. En fait, non, tu parlais tout à l'heure des millions de données qui ont été recueillies, Tara Antarctique, Tara à droite, à gauche, etc. Pacifique, toi tu participes à Tara Pacifique. Et en fait, le truc, c'est qu'on récolte un certain nombre de données à un temps T. Et en fait, ce qui serait peut-être intéressant, et j'imagine qu'ils y pensent, c'est de récolter dans 10 ans, dans 15 ans, exactement les mêmes données aux mêmes endroits. J'imagine que si la Fondation Tara va continuer, etc., c'est ce qu'ils vont faire. Et si c'est le cas, est-ce que toi, tu as envie de participer à l'une d'entre elles et où? Est-ce que tu voudrais aller en Antarctique? Est-ce que tu voudrais aller dans d'autres zones, recommencer exactement le même périple en mer de Chine? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Est-ce que tu en discutes avec eux? Micro. Non, je n'en ai pas encore discuté avec eux. Ils sont sur en fait l'élaboration d'un nouveau, je ne sais pas trop s'il faut appeler ça un navire, enfin une espèce d'habitacle flottant. Ils veulent réitérer la dérive arctique, c'est-à-dire se faire prendre au début de l'hiver par les glaces du pôle Nord, et puis pendant le temps que ça durera, dériver avec ça doit être, ça dure un peu plus d'un an. Le premier qui l'a fait, j'ai oublié son nom, l'a fait. Il y en a peut-être qui connaissent ce sujet, qui était un Norvégien qui a fait ça avec un bateau en bois et qui c'était 18e siècle. Il a été pris par les glaces. La dérive arctique a duré 3 ans. Il y a une dizaine d'années, quand Tara s'est fait prendre par les glaces pour faire exactement la même expérience, ça a duré 1 an et demi. Ça veut dire juste une chose, c'est que la calotte glaciaire, elle est moitié moins lourde. Elle a fondu. Avant, elle faisait plus de 3 mètres à certains endroits, là où elle fait plus qu'1,50 m par exemple. Donc ils ont dérivé beaucoup plus vite. Donc ça va être intéressant dans quelques années. Là en plus, ça mêle quelque chose d'extrêmement concret, pratique de l'expérience humaine. Pareil, ça va être un navire avec des scientifiques à bord. Quelque chose de très particulier, qui là aussi, moi c'est dans cette mesure-là que ça m'intéresse. C'est une vraie comment dire, aventure émotionnelle et humaine dans le sens des rapports sociaux, de la communauté humaine, avec des vraies préoccupations scientifiques plus larges. Et j'avoue, c'est un peu un truc de fou, mais vivre une dérive arctique comme ça me plairait bien. Ouais. À mon avis, j'allais dire, c'est un peu vulgaire, mais tu t'ennuies tellement que à la fin de la dérive, tu as fait un gros bouquin épais comme ça. Tu as une vie intérieure très riche. Oui, il faut avoir une vie intérieure très riche, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Je
savais, tu vois, ma voix, ça réveille personne. Les vibrations, le temps qu'il fait là. Moi, c'est sur la vie à bord que je m'interroge. Un mois dans un tout petit espace à beaucoup, est-ce qu'il y a des règles très strictes? Est-ce que tu étais membre de l'équipage? Oui, oui, j'ai récuré les toilettes, fait la cuisine, fait des quarts de jour ou de nuit. Bon, avec un marin expérimenté, hein, quand même. De plus là pour lui faire la conversation pour les quarts de 2 à 4 heures du matin, quand même. C'était pas des vrais quarts, nous on faisait que 2 heures. Normalement, un quart, c'est 4 heures. Mais oui, et puis prêter la main, comme on dit, mettre la main. Voilà. Des fois, dès qu'on pouvait, quand même, on hissait les voiles et puis on marchait à la voile. Et, mais c'est ça qui est génial. Et tout le monde à bord, scientifique comme marin, comme voilà, invité, comme moi, tout le monde devient un membre d'équipage. Et puis il y a les obligations, les devoirs. Mais ça va, c'est un bateau qui a été très très bien conçu avec une espèce de salon cuisine à l'américaine qui est un lieu qui est très agréable à vivre. Il faut aller le 27 octobre à Lorient accueillir retour de Tara. Il y aura tes planches, certaines des planches qui seront exposées, je crois. Oui, sur le quai à la base de Tara. Ouais. Et puis pour retrouver le reportage en intégralité, il y a la revue dessinée, sortie début septembre, un peu avant le retour du bateau et des scientifiques. En tout, il y a eu une centaine de... Tout ça est très cohérent. Ouais, finalement, c'est logique de faire une BD. Est-ce qu'il y a d'autres questions, enfin des questions tout court sur le corail ou sur les requins ou certains d'entre vous ont-ils prévu d'aller faire du surf à La Réunion? S'interroge-t-il? On peut faire du surf de manière sécurisée à La Réunion. Il y a quand même, ça s'appelle la Vigie Requin. Et en fait, c'est la Ligue de surf de La Réunion qui a créé ça avec l'État français. Et ils mettent en place par semaine 1, 2 ou 3 fois une vigie en fait des plongeurs, des gens en bateau qui vont sécuriser un périmètre en regardant sous l'eau, en regardant un petit peu au large, voir si les requins sont pas en approche. Et les surfeurs qui sont souvent des jeunes entre 10 et 18 ans surfent au milieu en fait de ce périmètre de sécurité. Et donc ça a un petit peu relancé le surf à La Réunion de manière différente. Il y a aussi des bracelets anti-requins, non, qui émettent des ondes pour les chasser. Ça marche, ça? Ça, c'est un petit peu le temps qu'il n'y a pas eu d'accident avec, ça marche. Et le jour où il y aura un requin qui goûtera un bracelet, ça ne marchera plus trop. En fait, c'est pas prouvé scientifiquement que ça marche. Il y a un système d'ondes qui émises par le bracelet pourrait éloigner les requins. Il y a aussi un système de volts, des bracelets qui vont un petit peu envoyer des volts dans l'eau autour de la planche. Beaucoup de surfeurs qui surfent de manière libre à La Réunion, donc sans la vigie requin et sans ce processus. Beaucoup donc s'équipent de ça. Après, ça coûte assez cher et les surfeurs, notamment les plus jeunes, des fois en ont qui ont 1 an ou 2 et qui ne fonctionnent plus trop. Donc, c'est un petit peu les charlatans qui profitent de la crise dans ces cas-là. Est-ce que... Est-ce que il faudrait pas tout simplement abandonner l'idée d'aller faire du surf à cet endroit-là? Est-ce que il faudrait pas se dire que il y a des zones dangereuses et se plier un peu aux règles de la nature? Et est-ce que c'est un discours qui est très présent à La Réunion, ça? C'est un discours que oui, il y a beaucoup de gens qui tiennent ce discours. Après, il y a notamment, je sais que les surfeurs les plus extrémistes, ceux qui veulent toujours aller à l'eau malgré le risque requin et qui veulent justement qu'on pêche les requins pour qu'ils puissent surfer en toute liberté. Donc ces surfeurs-là qui sont assez extrémistes, ils sont peut-être 200 à La Réunion, sur 2000 au départ, énervent des gens, notamment des gens qui sont soit des métropolitains expatriés, soit des créoles, qui disent à la Réunion, l'océan a toujours été hostile, et aujourd'hui en fait il est toujours hostile, et comme on est plus dans l'eau, il y a plus d'accidents.
mais on ne sait pas en fait, on ne sait pas le respecter. L'homme veut être le prédateur et on n'accepte pas que dans l'eau quelque chose nous dicte un peu notre comportement. Donc oui, il y a beaucoup de surfeurs qui peuvent un peu hérisser le poil de Réunionnais. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, ça devient politique cette histoire, ça peut l'être Notamment, c'était en 2011, au début de la crise, où il y a eu 3 accidents assez rapprochés. La troisième victime, Mathieu Schiller, était un surfeur très connu à La Réunion et qui avait remporté des manches de Coupe du Monde, etc. Et quand il est mort sur la plage où il est décédé, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui se sont attroupés voir ce qui se passait, savoir qui c'était, évidemment. Et il y a aussi une députée qui est venue, Huguette Bello, qui est une députée créole de La Réunion, qui est députée et ex-maire de Saint-Paul, une commune de La Réunion. Et elle est venue, parce que c'était sur sa commune, elle est venue voir ce qui se passait. Et elle a été prise à partie notamment par les parents du surfeur qui lui ont dit vous ne protégez pas nos enfants. Parce qu'il a surfé et il est décédé. Elle leur a dit donc déjà, c'est pas à nous de protéger les surfeurs qui prennent le risque de surfer alors qu'il y a des requins, on l'a toujours su. Et après, il y a eu un échange assez violent où elle a dit moi, monsieur, je connais mon pays, en disant moi, je suis créole, donc je suis là depuis avant vous, donc je connais vraiment La Réunion et je connais mon pays. Et ça a été très mal pris, ça a été pris comme un racisme anti-oreilles. Donc les oreilles, c'est le surnom des métropolitains qui sont venus à La Réunion habiter. Et donc ça a créé après pas mal de violences politiques symboliques entre des élus de différents bords, justement, qui étaient un peu dans la vision pro ou anti-requin et créole aux oreilles, parce que la côte ouest, où il y a les lagons, où les gens surfent, c'est la partie la plus riche de l'île, évidemment, parce que c'est la plus belle. Et donc il y a beaucoup de oreilles qui sont installées là-bas, et c'est principalement eux qui surfent et qui ont amené le surf à La Réunion. Et donc il y a eu un conflit autour de ça, notamment. A priori, à Saint-Malo, on est tranquille. À Saint-Malo, on est tranquille, mais aussi parce qu'on a pêché tous les requins qu'il y avait. Il n'y avait jamais de requins dangereux, mais notamment le requin pèlerin qui était très présent le long des côtes bretonnes encore il y a un demi-siècle, a été pêché par une pêche industrielle assez massive dans les années 60, 70, 80. Il a quasiment disparu, il a été protégé, interdit de pêche en 2007 par l'Union européenne. Et maintenant, on en voit qu'ils reviennent tout doucement. Mais c'est un requin qui n'a pas de dents quasiment et qui mange du plancton en ouvrant la bouche. Donc c'est différent, mais ça montre aussi comment, même en Bretagne, on a agi sur notre environnement en pêchant ce requin inoffensif pour son huile dans son foie. Ouais. J'en profite pour remercier et saluer Julien Solé qui nous a régalé de ses dessins et de ces conversations entre requins. Si vous... Toujours pas de questions ? Ah si. Le micro arrive. Le micro arrive. Finalement, à La Réunion, est-ce que le modèle économique, ça ne devrait pas être la randonnée, les paysages plutôt que la mer ? Alors, depuis le début de la crise requin en 2011, bon, c'était déjà le cas avant, il y a toujours eu à La Réunion un peuple tourné vers la mer et vers la terre, vers les hauteurs, vers les hauts de La Réunion, comme on dit à La Réunion. Et depuis 2011, en fait, il y avait déjà beaucoup de randonnées avant sur les GR qui traversent l'île, notamment le fameux GR qui traverse l'île du nord au sud, de Saint-Denis à Saint-Pierre, par les cirques, par le Piton des Neiges. Et depuis 2011, enfin, de ce qu'on m'a dit, c'est que la rando, notamment aussi le trail, qui est un petit peu le sport en plein boom à La Réunion, très populaire, a gagné en popularité parce que des gens qui faisaient du surf avant, maintenant font de la rando ou du trail ou de la montagne. Et donc forcément, oui, des gens à La Réunion se tournent plus vers la terre qui est plus sûre d'un point de vue faune, parce qu'à La Réunion, il n'y a aucun mammifère très gros, plus gros qu'un chat, donc la randonnée en toute sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dans ce cas, je pense qu'on arrive au bout, sauf si de votre côté, vous aviez une dernière chose à ajouter sur votre manière de raconter la mer. Et sinon, on vous invite à retrouver donc le reportage de Christian Caillot dans le numéro 21 de la revue dessinée. Alors, je vais remonter
donc c'est celui-ci, Une goutte dans l'océan, pour mettre aussi à distance, malgré le travail incroyable que font ces scientifiques par rapport aux enjeux qu'on évoque de réchauffement climatique, de disparition du corail. Le diagnostic, c'est important, mais ça reste infime par rapport aux défis qu'il y a à relever. Donc c'est d'où le titre un peu distancié de ce reportage que vous retrouvez donc dans le numéro sorti cet automne de la revue dessinée. Et puis pour essayer de comprendre cette histoire de crise des requins et retrouver la scène où on a une engueulade entre les politiques locaux, les surfeurs, ce sujet a créé beaucoup de remous. C'est un des sujets pour lesquels Topo a reçu énormément de courriers, accusant tantôt d'être pro-requin, tantôt d'être anti-requin. Donc on se dit qu'on a plutôt bien travaillé et que le sujet est finalement équilibré, parce qu'on a à peu près la même proportion de mécontents dans les deux camps. Le reportage fait une 23 pages, je crois, et il me semble qu'on a réussi à brosser ce sujet dans sa complexité, le tout en le rendant accessible pour des adolescents, ce qui était un sacré défi. Donc voilà, si vous avez des envies de lecture... Oui, vous nous trouvez sur le stand Delcourt. Et puis merci à vous d'être venus ce matin, de vous être réveillés pour entendre parler corail et requin. Et puis très bon festival, très bon dernier jour.